Elle a été accusée d'avoir volé du lait pour son fils. L'avocat a demandé la garde. Bon retour et profitez de l'histoire. Elle fixait les barreaux métalliques dans la petite salle de détention. Froid, gris, humiliant. Tout ça pour une brique de lait. Comment en suis-je arrivée là? Murmura-t-elle, les mains tremblantes. Son fils n'avait pas dîné depuis 2 jours. Elle lui racontait des histoires au lieu de lui servir à manger. Le faisait rire, le bordait bien serré, embrassait son front. Mais ce matin, il s'était réveillé pâle, faible. Thérèse Moreau, 32 ans, mère célibataire, habitait un petit appartement délabré dans les quartiers nord de Marseille. Depuis que l'usine où elle travaillait avait fermé 3 mois plus tôt, sa vie était devenue un combat quotidien. Chaque euro était compté, chaque repas calculé. Les allocations ne suffisaient pas, et les petits boulots au noir se faisaient rares. Ce matin-là, lorsque son fils Victor s'était levé avec des cernes sous les yeux, le teint blafard et sans énergie, quelque chose s'était brisé en elle. Elle avait supplié le propriétaire du supermarché de la laisser payer la semaine suivante. Il avait refusé. Juste une brique, avait-elle imploré, les yeux humides, la gorge serrée. Mais quand elle avait vu que personne ne regardait, ses mains avaient agi plus vite que sa raison. Elle avait glissé la brique de lait dans son sac. Elle fut arrêtée avant d'atteindre la porte, le système de sécurité, les caméras, les cris, la honte. Son fils regardait derrière la vitre. Il n'avait que 6 ans. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas, c'est tout ce que j'ai. » Le propriétaire du magasin, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, avait insisté pour porter plainte. « C'est une question de principe », avait-il dit au policier qui prenait sa déposition. « Si on laisse passer ça demain, tout le monde viendra voler. » Dans la salle d'audience du tribunal, Thérèse se tenait seule, tremblante. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon approximatif, et son vieux manteau gris semblait trop grand pour sa silhouette, amaigrie par le stress et les privations. Victor avait été confié temporairement aux services sociaux, et elle n'avait pu le voir que brièvement avant l'audience. Le procureur, un jeune homme ambitieux nommé Hugo Lambert, avait demandé le retrait complet de la garde. Elle représente un danger pour l'enfant, déclara-t-il d'une voix assurée, ajustant sa cravate parfaitement nouée. Une mère qui vole pour nourrir son enfant aujourd'hui pourrait commettre des actes bien plus graves demain. L'enfant mérite un environnement stable et sécurisé. Ce moment la brisa complètement. Les larmes ruisselaient sur son visage, tandis qu'elle prenait la parole. « Je n'ai pas volé pour acheter de la drogue ou de l'alcool. Je n'ai pas volé pour échapper à ma douleur. J'ai volé pour garder mon fils en vie. Si cela fait de moi une criminelle, alors emprisonnez-moi. Mais ne me l'enlevez pas. S'il vous plaît, ne me prenez pas mon enfant. Je lui ai tout donné, même ce que je n'avais pas. » La salle resta silencieuse. Même le juge cligna des yeux d'incrédulité. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Le procureur se leva. Ses yeux étaient rouges. « Je retire ma demande. » Tout le monde se tourna pour le regarder. Il s'avança et murmura « Ma mère était comme vous. Elle a fait des choses dont elle n'était pas fière pour me protéger. Je l'ai détestée pour ça, et maintenant je comprends, je suis désolé. » L'avocat commis d'office de Thérèse, maître Valérie Dubois, qui n'avait eu que 15 minutes pour discuter avec sa cliente avant l'audience, regardait la scène avec étonnement. En 20 ans de carrière, jamais elle n'avait vu un procureur faire machine arrière de cette façon. Le juge, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, observait la scène en silence, ses doigts tapotant doucement le bois de son bureau. Finalement, il prit la parole. « Monsieur le procureur, êtes-vous certain de vouloir abandonner votre demande ?»« Absolument, votre honneur, » répondit Hugo Lambert, la voix légèrement tremblante mais déterminée. « À la lumière des circonstances exceptionnelles de cette affaire, je considère que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester avec sa mère, à condition que celle-ci bénéficie d'un soutien approprié. » Il s'approcha de Thérèse et lui proposa un emploi, un vrai et stable, avec de la dignité et une aide juridique, et un soutien au logement, et des provisions. « Votre fils n'ira plus au lit affamé, dit-il. »« Pas si je peux l'éviter. » Elle s'effondra dans ses bras, sanglotant. Elle était entrée dans la salle d'audience comme une voleuse, mais elle en sortait comme une mère, pardonnée, restaurée, et enfin vue. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires, et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours qui suivirent
furent un tourbillon d'émotions pour Thérèse. Après l'audience, elle avait récupéré Victor, et leur retrouvaille avait été déchirante. Le petit garçon s'était accroché à elle comme si sa vie en dépendait, enfouissant son visage dans son cou, respirant son odeur familière. « Tu ne me laisseras plus jamais, hein, maman ?» avait-il demandé. Ses grands yeux noisaient encore embués de larmes. « Jamais, mon cœur. Jamais !» avait-elle promis, sachant au fond d'elle-même que cette promesse serait parfois difficile à tenir dans un monde aussi imprévisible. Le lendemain matin, comme convenu, Thérèse s'était présentée à l'adresse que lui avait donnée Hugo Lambert. C'était un cabinet d'avocats situé dans un immeuble élégant du centre-ville de Marseille. La plaque dorée à l'entrée indiquait « Lambert & Associés ». Elle avait hésité un instant avant d'entrer, intimidée par ce lieu qui semblait appartenir à un monde dont elle ne faisait pas partie. Le cabinet était spacieux et lumineux, avec des murs ornés de diplômes et de photographies encadrées. Une jeune femme à l'accueil lui sourit poliment. « Bonjour, je peux vous aider ?»« Oui, je suis Thérèse Moreau. J'ai rendez-vous avec Maître Lambert. » La réceptionniste consulta son agenda et acquiesça. « Bien sûr, il vous attend. 3e porte à droite. » Thérèse avança dans le couloir, le cœur battant. Était-ce réel? Ou allait-elle se réveiller dans sa cellule de détention? Elle frappa doucement à la porte indiquée. « Entrez !» lança une voix qu'elle reconnut immédiatement. Hugo Lambert se tenait debout derrière un bureau encombré de dossiers. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et semblait beaucoup moins intimidant que dans la salle d'audience. Il lui désigna un fauteuil. « Madame Moreau, je vous en prie, asseyez-vous. Comment va votre fils ?»« Il va bien. Il est à l'école ce matin. » La directrice a été très compréhensive quand je lui ai expliqué la situation. Hugo hocha la tête, satisfait. « Parfait. J'ai plusieurs choses à vous proposer. » Il sortit une chemise de son tiroir. « Tout d'abord, concernant votre situation juridique. J'ai préparé une demande d'effacement de votre casier judiciaire pour cette affaire, étant donné les circonstances exceptionnelles. Le juge devrait l'accepter sans problème. » Thérèse sentit un poids s'envoler de ses épaules. Un casier judiciaire aurait été une entrave supplémentaire à sa recherche d'emploi. « Ensuite, » continua Hugo, « j'ai parlé à ma tante qui dirige une entreprise de restauration collective. Ils recherchent une assistante administrative à temps plein. Le salaire n'est pas mirobolant, mais c'est stable, avec des horaires compatibles. Avec ceux d'une mère célibataire, cela vous intéresserait-il » Les yeux de Thérèse s'emplirent de larmes. Un emploi stable, c'était plus qu'elle n'osait espérer. « Oui, oui, bien sûr, » balbutia-t-elle. « Mais pourquoi faites-vous tout ça? Vous ne me connaissez même pas. » Hugo Lambert détourna le regard un instant, fixant la photographie d'une femme âgée, posée sur son bureau. Quand il reporta son attention sur Thérèse, son expression s'était adoucie. « Comme je vous l'ai dit hier, ma mère a traversé des épreuves similaires aux vôtres. Elle a élevé seule mes 2 sœurs et moi après le départ de mon père. Il y a eu des moments difficiles. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Disons simplement que j'ai mis du temps à comprendre certaines de ses décisions. Et maintenant que je le peux, il est trop tard pour le lui dire. » Un silence respectueux s'installa entre eux. Thérèse comprit que la photo sur le bureau était probablement celle de sa mère et qu'elle n'était plus de ce monde. « Elle serait fière de vous, » murmura-t-elle. Hugo lui adressa un sourire triste avant de reprendre un ton plus professionnel. « J'ai également contacté une association qui peut vous aider pour le logement. Votre appartement actuel est-il décent ?» Thérèse grimaça. « Il y a des problèmes d'humidité et de chauffage. Le propriétaire refuse de faire les réparations. »« Je m'en doutais, » soupira Hugo. « L'association peut vous aider à trouver mieux, avec un loyer modéré. Et en attendant, j'ai pris la liberté de vous faire livrer quelques provisions. Elle devrait arriver chez vous cet après-midi. » Thérèse était submergée par tant de gentillesse. Elle qui avait l'habitude de se battre seule contre le monde entier, se retrouvait soudain entourée de soutien. « Je ne sais pas comment vous remercier, » commença-t-elle, avant d'être interrompue par la sonnerie de son téléphone portable. Elle s'excusa et regarda l'écran. C'était l'école de Victor. Son visage blêmit instantanément. « Je dois répondre, c'est l'école de mon fils. »« Bien sûr, » acquiesça Hugo, soudain inquiet. « Allô ?» La voix de Thérèse tremblait légèrement. « Oui, c'est moi. »« Quoi ? Mais comment est-ce possible ? J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, livide. « Que se passe-t-il » demanda Hugo alarmé.
C'est Victor, il a disparu de l'école pendant la récréation. Personne ne sait où il est. Hugo se leva immédiatement. Je vous accompagne. Nous allons le retrouver, je vous le promets. La panique montait en Thérèse comme une vague déferlante. Alors qu'elle commençait enfin à voir une lueur d'espoir, le destin semblait à nouveau s'acharner contre elle. Mais cette fois, elle n'était plus seule pour affronter l'adversité. « Désolée, madame, nous ne savons pas encore où il est. La police est en train de vérifier les environs, » expliqua la directrice de l'école. Madame Richard, une femme d'une 50aine d'années, a l'air préoccupée. Victor est sorti dans la cour avec les autres enfants à 10h30 comme d'habitude. Mais quand la maîtresse a fait l'appel à la fin de la récréation, il n'était plus là. Thérèse avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La directrice continuait à parler, mais ses mots lui parvenaient comme étouffés, lointains. Elle revoyait le visage de son fils ce matin, son petit sourire timide quand elle l'avait déposé. Son cartable Spiderman trop grand pour ses épaules frêles. « Madame Moreau ?» La voix d'Hugo la ramena à la réalité. « La policière voudrait vous poser quelques questions. » Une jeune femme en uniforme s'approcha d'elle, carnet à la main. « A-t-il déjà fugué auparavant? Y a-t-il des endroits où il pourrait se rendre? Des amis, de la famille ?» Thérèse secoua la tête. « Non, jamais. Il est plutôt timide. Il n'a pas vraiment d'amis proches dans cette école. Nous avons déménagé il y a seulement 6 mois. Et ma famille ?» Sa voix se brisa. « Je n'ai plus de contact avec eux depuis des années. »« Et son père ?» demanda la policière. « Il n'est plus dans le tableau depuis la naissance de Victor. Je doute qu'il sache même à quoi ressemble son fils aujourd'hui. » Pendant ce temps, Hugo s'était éloigné pour passer quelques coups de téléphone. Il revint vers Thérèse avec une expression déterminée. « J'ai contacté quelques amis journalistes qui vont relayer l'information. Et j'ai mobilisé plusieurs connaissances qui vont nous aider à le chercher. Nous allons quadriller le quartier. » Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie de Thérèse. Des équipes de recherche furent organisées, des affiches avec la photo de Victor placardées dans tout le quartier. Hugo resta à ses côtés constamment, coordonnant les recherches, la rassurant quand le désespoir menaçait de la submerger. La nuit commençait à tomber quand le téléphone de Thérèse sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, la gorge nouée par l'angoisse. « Madame Moreau ?» La voix à l'autre bout était celle d'un homme âgé. « Je crois que j'ai retrouvé votre petit garçon. Il dit qu'il s'appelle Victor. » Le soulagement qui l'envahit fut si intense qu'elle faillit s'évanouir. « Où êtes-vous? Est-ce qu'il... » « Va bien? Nous sommes au parc Borelli. Le petit va bien, juste un peu fatigué. Il s'est perdu en essayant de rentrer chez lui tout seul. J'ai vu son visage sur une affiche qu'on distribuait dans le parc. » 20 minutes plus tard, Thérèse serrait Victor dans ses bras, pleurant et riant à la fois. Le vieil homme qui l'avait retrouvé, M. Ferrand, expliqua qu'il promenait son chien quand il avait aperçu le petit garçon, seul et apeuré, assis sur un banc. « Il m'a dit qu'il voulait rentrer à la maison pour préparer une surprise à sa maman, » raconta monsieur Ferrand avec un sourire bienveillant. « Apparemment, il voulait faire le ménage et préparer le dîner pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter après votre travail. Il ne savait pas comment rentrer et s'est perdu. » Victor, blotti contre sa mère, confirma l'histoire d'une petite voix. « Je voulais te faire plaisir, maman. Tu as l'air si fatiguée ces derniers temps. » Thérèse était partagée entre l'attendrissement et la réprimande. « Tu m'as fait tellement peur, mon chéri. Tu ne dois jamais, jamais partir comme ça sans... » « Prévenir un adulte. »« Je sais. Je suis désolé, » murmura-t-il penaud. Hugo, qui avait assisté aux retrouvailles avec soulagement, s'approcha de M. Ferrand pour le remercier chaleureusement. Puis il se tourna vers Thérèse. « Je vous raccompagne chez vous. Vous devez être épuisés tous les deux. » Sur le chemin du retour dans la voiture d'Hugo, Victor s'endormit rapidement sur les genoux de sa mère. Thérèse caressait doucement ses cheveux, encore sous le choc des événements de la journée. « Vous savez, » dit-elle à voix basse pour ne pas réveiller son fils, « quand j'étais au tribunal hier, j'étais persuadée que tout était fini, que j'avais tout perdu. Et puis vous êtes intervenu, et soudain l'espoir est revenu. Aujourd'hui, pendant un moment, j'ai cru que le destin se moquait de moi, qu'il me punissait d'avoir osé espérer à nouveau. » Hugo lui jeta un regard compréhensif dans le rétroviseur. La vie peut être cruelle parfois, mais elle peut aussi nous surprendre par sa générosité inattendue, comme ce bon monsieur qui a retrouvé Victor. « Comme vous, » ajouta Thérèse.
avec sincérité. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble délabré où vivait Thérèse, elle fut surprise de voir plusieurs cartons empilés devant l'entrée. Un jeune homme en uniforme de livraison attendait, consultant régulièrement sa montre. « Ah, parfait timing, sourit Hugo. Ce sont les provisions dont je vous ai parlé ce matin. J'ai peut-être un peu exagéré sur les quantités. » Thérèse regarda, médusée, les nombreux cartons remplis de nourriture, de produits d'hygiène et même de quelques jouets pour Victor. Ce soir, il y aurait non seulement du lait dans le réfrigérateur, mais bien plus encore. Pour la première fois depuis des mois, elle n'aurait pas à s'inquiéter de savoir comment nourrir son fils le lendemain. C'était une journée qui avait commencé dans l'angoisse, mais qui se terminait dans la gratitude. Et même si le chemin vers une vie meilleure serait encore long et semé d'embûches, Thérèse sentait qu'elle n'était plus seule pour le parcourir. Lorsque le directeur du supermarché apprit ce qui s'était passé avec Thérèse et son fils, il fut saisi d'un mélange de honte et de remords. Comment avait-il pu être aussi inflexible face à une mère désespérée? Il se souvint de sa propre mère, qui avait élevé 4 enfants seule après la mort précoce de son père. Elle aussi avait connu des moments difficiles, bien qu'elle ne leur en ait jamais parlé directement. Vincent Carrel était un homme de principe, certes, mais pas dépourvu d'humanité. Le lendemain matin, il se rendit au cabinet d'avocat dont il avait trouvé l'adresse dans le dossier de plainte. Il voulait retirer sa plainte officiellement et peut-être même offrir quelque chose à cette famille dans le besoin. À sa grande surprise, ce fut Hugo Lambert lui-même qui le reçut. Le jeune procureur, qui était apparemment aussi avocat, l'écouta attentivement exposer ses intentions. « Votre démarche vous honore, monsieur Carrel, » dit Hugo après l'avoir écouté. « J'ai justement madame Moreau qui travaille dans nos locaux aujourd'hui, pour une formation avant de commencer son nouvel emploi. Souhaitez-vous lui parler directement ?» Vincent hésita, craignant l'accueil que pourrait lui réserver cette femme qu'il avait failli priver de son enfant. Mais il acquiesça finalement, assumant les conséquences de ses actes. Quand Thérèse entra dans le bureau, Vincent fut frappé par son apparence. Elle semblait différente de la femme désespérée qu'il avait vue dans son magasin. Ses yeux, bien que toujours marqués par les épreuves, brillaient d'une lueur nouvelle. De l'espoir, peut-être. « Madame Moreau, » commença-t-il mal à l'aise, « je suis venu vous présenter mes excuses. J'ai agi de façon inhumaine l'autre jour. La loi est la loi, bien sûr, mais il y a des moments où l'on doit savoir faire preuve de compassion. » Thérèse l'observa un moment en silence, puis hocha lentement la tête. « Je comprends que vous ayez fait votre travail, monsieur Carrel. Je n'aurais pas dû voler quelle que soit ma situation. Mais merci pour vos excuses. » Vincent sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai parlé avec les autres commerçants du quartier. Nous avons rassemblé quelques bons d'achat pour vous et votre fils. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait vous aider. » Thérèse allait refuser par fierté, mais elle pensa à Victor et accepta finalement l'enveloppe avec gratitude. « Merci, cela nous aidera beaucoup. » Et, ajouta Vincent avec un sourire timide, « j'aurais besoin d'une personne à temps partiel, à les week-ends dans mon magasin si cela vous intéresse, pour compléter votre nouveau travail ici. » Hugo, qui avait assisté à l'échange en silence, intervint. « C'est très généreux de votre part, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Trop de mauvais souvenirs, vous comprenez ?» Vincent acquiesça embarrassé. « Bien sûr, je comprends. Je voulais juste... » « Par contre, » l'interrompit Hugo, « je connais une jeune mère dans une situation similaire à celle de madame Moreau. Elle cherche désespérément un emploi à temps partiel, compatible avec ses horaires familiaux. Je serais ravi de la rencontrer, » répondit Vincent avec enthousiasme, heureux de pouvoir réparer un peu du mal qu'il avait causé, même indirectement. Après le départ du commerçant, Thérèse se tourna vers Hugo, impressionnée. « Vous avez une influence incroyable sur les gens. » Hugo haussa les épaules avec modestie. « Pas vraiment. Je crois simplement que la plupart des gens veulent faire le bien quand on leur en donne l'occasion, même ceux qui semblent les plus durs. » Cette conversation donna à Thérèse une idée. Si tout le monde méritait une seconde chance, peut-être était-il temps pour elle aussi de tendre la main à ceux qu'elle avait exclus de sa vie. Ce soir-là, après avoir couché Victor, elle sortit une vieille boîte à chaussures du fond de son placard. Elle contenait des photos jaunies et quelques lettres, des souvenirs d'une famille qu'elle avait quittée 10 ans plus tôt, après une violente dispute avec son père. Avec hésitation, elle composa le numéro de téléphone de ses parents
espérant qu'il n'avait pas changé. À sa grande surprise, sa mère décrocha presque immédiatement. « Allô ?» La voix familière, légèrement vieillie, lui serra le cœur. « Maman, c'est Thérèse. » Un silence, puis un sanglot étouffé à l'autre bout de la ligne. « Ma fille, est-ce vraiment toi ?» La conversation qui suivit fut émotionnelle, pleine de regrets exprimés et de pardons offerts. Son père était décédé 2 ans auparavant d'une crise cardiaque. Sa mère vivait seule désormais, dans la maison familiale devenue trop grande pour elle. Elle n'avait jamais cessé d'espérer que sa fille reviendrait un jour, qu'elle pourrait enfin rencontrer son petit-fils dont elle ne connaissait l'existence que par des rumeurs. « J'aimerais vous voir, toi et le petit, » dit sa mère d'une voix tremblante. « Si tu veux bien sûr. » Thérèse essuya les larmes qui coulèrent sur ses joues. « Oui, maman, j'aimerais beaucoup ça. » Lorsqu'elle raccrocha, elle se sentit à la fois vidée et remplie d'une énergie nouvelle. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Il y a 3 jours, elle était une voleuse désespérée. Aujourd'hui, elle reconstruisait les ponts qu'elle avait brûlés, retrouvait sa famille, commençait un nouvel emploi. La vie prenait un tournant qu'elle n'aurait jamais osé espérer. « Maman ?» La petite voix ensommeillée de Victor la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son doudou serré contre lui. « Tu devrais dormir, mon cœur, il est tard. J'ai entendu que tu parlais avec quelqu'un, tu pleurais ?» Thérèse s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Ce sont des larmes de joie, mon chéri, tu sais quoi? Tu as une mamie que tu ne connais pas encore, et on va bientôt lui rendre visite. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Une vraie mamie, comme celle de Léo à l'école qui lui fait des gâteaux. Thérèse rit doucement. Oui, une vraie mamie qui fera sûrement plein de gâteaux pour son petit-fils. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Thérèse s'endormit avec le sentiment que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. As-tu déjà connu quelqu'un qui a traversé une période difficile comme Thérèse, où tout semblait s'effondrer avant que la situation ne s'améliore? Raconte ton expérience dans les commentaires. Le bureau où Thérèse avait commencé à travailler comme assistante administrative était lumineux et spacieux, bien différent de l'usine bruyante où elle avait travaillé pendant des années. Ici, l'atmosphère était calme, presque feutrée, avec le cliquetis discret des claviers et le bourdonnement léger des imprimantes pour seule musique de fond. Sa supérieure directe, Vanessa Klein, la nièce d'Hugo Lambert, était une femme d'une 40aine d'années, à l'efficacité redoutable mais au sourire facile. Elle dirigeait l'entreprise de restauration collective avec une main de fer dans un gant de velours, exigeante mais juste, et toujours prête à accompagner ses employés dans leur progression. Alors, Thérèse, comment se passe cette première semaine? Demanda Vanessa en déposant une tasse de café sur son bureau. Bien, je crois. J'apprends encore à maîtriser le logiciel de comptabilité, mais je progresse. C'est normal, Rome ne s'est pas construite en un jour, sourit Vanessa. En tout cas, ton organisation est impeccable. J'ai rarement vu quelqu'un classer les dossiers aussi méthodiquement. Thérèse rougit sous le compliment. Après tant d'années à entendre principalement des critiques, recevoir des encouragements lui semblait presque irréel. Merci. Dans mon ancien travail à l'usine, j'aidais parfois à la gestion des stocks. J'ai toujours aimé quand les choses sont bien rangées, à leur place. Vanessa acquiesça pensivement. Tu sais, nous avons justement un problème avec notre système d'inventaire pour les fournitures de bureau. Peut-être pourrais-tu y jeter un œil quand tu auras un moment. Ton regard neuf pourrait nous être utile. Thérèse accepta avec enthousiasme, heureuse de pouvoir mettre ses compétences à profit et montrer sa valeur. Au fil des jours, elle prit davantage confiance en elle, maîtrisant peu à peu les différents aspects de son travail et osant même proposer des améliorations qui furent bien accueillies. Les horaires de bureau lui permettaient d'être présente pour Victor, de l'accompagner à l'école le matin et de le récupérer en fin d'après-midi. Le petit garçon s'épanouissait également, rassuré de voir sa mère plus sereine. Ses résultats scolaires s'amélioraient et il commençait à se faire des amis dans sa classe. 2 semaines après avoir commencé son nouvel emploi, Thérèse reçut un appel d'Hugo Lambert. « Madame Moreau, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien chez ma nièce. » « Très bien, merci. Vanessa est une excellente patronne et le travail me plaît beaucoup. J'en suis ravi. Je vous appelle pour vous informer que le juge a accepté votre demande d'effacement du casier judiciaire. Vous êtes officiellement un blanchi. » Il y avait une pointe d'humour dans sa voix qui fit sourire Thérèse. « C'est une excellente nouvelle. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. »
Pas besoin de remerciements. Mais j'ai une autre nouvelle qui pourrait vous intéresser. L'association dont je vous avais parlé a trouvé un logement qui pourrait convenir à vous et Victor. C'est un petit 2 pièces dans le quartier Saint-Barnabé, pas trop loin de votre travail et de l'école de Victor. Le loyer est subventionné et donc très raisonnable. Seriez-vous intéressé à le visiter? Thérèse sentit son cœur s'accélérer. Quitter l'appartement humide et délabré où il vivait actuellement était un rêve qu'elle n'osait même plus caresser. Oui, bien sûr. Quand pourrait-on le voir? Que diriez-vous de samedi matin? Je pourrais vous y retrouver avec l'agent de l'association. Le week-end suivant, Thérèse et Victor se tenaient devant un petit immeuble, bien entretenu, avec des jardinières fleuries aux fenêtres. Hugo les attendait sur le trottoir, en compagnie d'une femme d'une 50aine d'années qui se présenta comme Madame Garnier, responsable des logements sociaux de l'association. L'appartement était modeste, mais lumineux, avec une petite chambre, pour Victor un salon-cuisine et une salle de bain fonctionnelle. Tout était propre et en bon état. « C'est parfait », murmura Thérèse, émue aux larmes en voyant Victor courir partout, explorateur enthousiaste de ce qui pourrait devenir leur nouveau foyer. « Alors, on prend ?» demanda Madame Garnier avec un sourire bienveillant. « Oui, mais je ne suis pas sûr de pouvoir payer la caution immédiatement. »« C'est réglé, » intervint Hugo. « L'association avance la caution, que vous rembourserez par petites mensualités. Et ils fournissent également quelques meubles de base pour démarrer. » Victor revint vers eux en courant, les yeux brillants d'excitation. « Maman, maman, il y a un parc juste en bas. On peut y aller? Dis, on va habiter ici maintenant ?» Thérèse s'accroupit à sa hauteur, lissant tendrement ses cheveux ébouriffés. « Oui, mon cœur, c'est notre nouvelle maison. » 3 jours plus tard, ils emménageaient. L'ancien appartement ne leur manquerait pas, avec ses murs moisis et ses radiateurs capricieux. Ici, tout semblait plus lumineux, comme si ce nouveau logement était le symbole tangible de leur nouvelle vie. Le dimanche suivant leur installation, alors que Victor jouait dans sa chambre avec quelques jouets offerts par les collègues de Thérèse, celle-ci reçut un message de sa mère. « Je suis à Marseille pour quelques courses. Peut-être pourrions-nous nous voir aujourd'hui si cela te convient. » Thérèse fixa son téléphone un long moment, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Leur conversation téléphonique avait été chaleureuse, mais se retrouver face à face après 10 ans de séparation serait différent. Les vieilles blessures, les non-dits, les reproches tacites, tout cela planerait peut-être entre elles. Mais elle pensa à ce qu'Hugo lui avait dit sur les secondes chances, sur l'importance de tendre la main même quand on a peur. Et puis, Victor méritait de connaître sa grand-mère. Bien sûr, nous venons juste d'emménager dans un nouvel appartement. Je t'envoie l'adresse. Tu peux venir pour le goûter si tu veux. La réponse fut presque immédiate. J'apporterai des gâteaux. Quelques heures plus tard, la sonnette retentit. Thérèse prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Sa mère se tenait sur le palier, les bras chargés de paquets, le visage marqué par les années mais toujours reconnaissable. Ses yeux si semblables à ceux de Thérèse étaient humides d'émotion. « Maman » murmura Thérèse, la gorge nouée. Elles restèrent un instant immobiles, séparées par le seuil et par 10 ans de silence. Puis, comme mues par une même impulsion, elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. « Tu m'as tellement manqué » sanglota sa mère contre son épaule. « Toi aussi, maman, tellement » Un petit bruit les fit se séparer. Victor se tenait dans le couloir, observant cet inconnu avec curiosité et une pointe de timidité. « Victor, viens » dit doucement Thérèse en essuyant ses larmes. « Je te présente ta grand-mère. » Josette Moreau s'accroupit pour se mettre à la hauteur de son petit-fils, les mains tremblantes d'émotion. « Bonjour, Victor. Je suis tellement heureuse de te rencontrer enfin. » Le petit garçon regarda sa mère, qui l'encouragea d'un signe de tête, puis s'avança lentement. « Bonjour, mamie. Maman m'a dit que tu fais des gâteaux. » Josette éclata d'un rire mouillé de larmes. « Oui, j'ai apporté des sablés, et je pourrais t'apprendre à en faire si tu veux. » Les yeux de Victor s'illuminèrent. « Oui, j'adore faire. C'est la cuisine. Je voulais préparer le dîner pour maman l'autre jour, mais je me suis perdu. »« Je sais, » sourit Josette en se relevant. « Ta maman m'a raconté. Tu es un garçon très courageux. » L'après-midi passa comme dans un rêve, entre confidence, rire et réconciliation. Thérèse apprit que sa mère avait vendu la grande maison familiale, après la mort de son père, pour s'installer dans un appartement plus petit à Aix-en-Provence, à une demi-heure de Marseille.
Elle vivait seule, mais occupait son temps entre le bénévolat à la bibliothèque municipale et un club de jardinage. « J'ai une petite terrasse pleine de plantes », expliqua-t-elle en servant une tasse de thé à sa fille. « Tu devrais venir voir ça avec Victor. Il pourrait m'aider à arroser les fleurs. »« J'aimerais beaucoup, » répondit sincèrement Thérèse. L'idée que son fils puisse grandir avec une grand-mère aimante dans sa vie lui réchauffait le cœur. Quand Josette partit en fin de journée, elle serra longuement sa fille dans ses bras. « Ne disparais plus jamais comme ça, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, ne coupe plus les ponts. On est une famille, malgré tout. »« Je te le promets, » répondit Thérèse, sachant au fond d'elle-même qu'elle tiendrait parole cette fois. Cette nuit-là, après avoir couché Victor, elle s'installa sur le petit balcon de son nouvel appartement, contemplant les étoiles qui scintillaient dans le ciel marseillais. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. De l'abîme du désespoir, elle était remontée vers la lumière, portée par la générosité inattendue de ceux qui avaient à croiser son chemin. Elle pensait souvent à ce moment crucial au tribunal, quand elle avait cru tout perdre. Si Hugo Lambert n'avait pas été touché par son histoire, si son propre passé ne l'avait pas rendu sensible à sa détresse, que serait-il advenu d'elle et de Victor? Parfois, le destin tenait à si peu de choses, à une rencontre, à un regard, à un geste de compassion. La sonnerie de son téléphone interrompit ses réflexions. C'était un message d'Hugo. « J'espère que l'installation se passe bien. J'organise un petit dîner chez moi vendredi soir pour quelques amis. Rien de formel. Victor et vous êtes les bienvenus si vous êtes libres. » Thérèse hésita un instant. Jusqu'à présent, leur relation avait été essentiellement professionnelle, malgré toute l'aide qu'il lui avait apportée. Franchir la frontière vers une forme d'amitié l'intimidait un peu. Pourtant, elle répondit « Avec plaisir. À quelle heure devons-nous venir ?» La semaine s'écoula dans une routine presque normale. Le travail, l'école de Victor, quelques courses, des devoirs à surveiller, un dîner à préparer, des gestes quotidiens que beaucoup trouvaient banals, mais que Thérèse savourait comme des privilèges, après avoir frôlé le naufrage. Le vendredi soir, elle se présenta avec Victor à l'adresse indiquée par Hugo, un bel appartement dans un quartier résidentiel de Marseille. Elle avait hésité longtemps sur sa tenue, ne voulant être ni trop habillée ni trop décontractée. Elle avait finalement opté pour une robe simple mais élégante, cadeau de sa mère qui l'avait emmenée faire les magasins la veille. Hugo les accueillit chaleureusement, présentant à Victor sa collection de figurines de super-héros qui fit immédiatement oublier au petit garçon sa timidité initiale. « Il y a quelques enfants dans la chambre d'amis, si tu veux les rejoindre », proposa Hugo. « Ils regardent un film d'animation. » Victor regarda sa mère, qui acquiesça avec un sourire encourageant. Une fois le petit garçon parti, Hugo conduisit Thérèse au salon où se trouvaient déjà plusieurs invités qu'il lui présenta, tour à tour. « Voici Vanessa, ma nièce, que vous connaissez déjà », commença-t-il. Thérèse salua sa patronne avec un sourire. « Et son mari, Éric. Là-bas, c'est mon ami Marc, professeur de droit à l'université, et sa compagne Sophie, qui est médecin. Et enfin Nadia, ma voisine, qui est artiste peintre. » Thérèse se sentit d'abord un peu intimidée par ce groupe de personnes éduquées et manifestement à l'aise financièrement. Qu'avait-elle en commun avec eux? Mais très vite, la gentillesse et la simplicité des invités d'Hugo la mirent à l'aise. La conversation était animée, passant de sujets légers comme le dernier film à l'affiche à des discussions plus profondes sur l'éducation ou la situation économique de la région. À sa propre surprise, Thérèse se retrouva à participer activement, partageant son expérience de mère célibataire et de femme ayant connu la précarité. « Ce qui est incroyable, » intervint Sophie, la médecin, « c'est à quel point notre système de protection sociale, malgré toutes ses imperfections, peut laisser des gens comme vous tomber entre les mailles du filet. Le problème n'est pas tant le manque de dispositifs d'aide, » ajouta Marc, le professeur de droit, « mais leur complexité et leur manque de coordination, sans compter la stigmatisation qui empêche souvent les gens de demander l'aide à laquelle ils ont pourtant droit. » « Exactement, » approuva Thérèse. « Quand je me suis retrouvée sans emploi, j'ai passé des heures à remplir des formulaires, à fournir des justificatifs, à attendre des rendez-vous. Et pendant ce temps-là, les factures continuaient à tomber et Victor avait toujours besoin de manger 3 fois par jour. » Hugo, qui avait écouté attentivement, intervint. « C'est pourquoi j'essaie à mon modeste niveau de créer des ponts entre les personnes qui ont besoin d'aide et celles qui peuvent l'offrir.
Le système est imparfait, alors il faut parfois le contourner ou le compléter par des initiatives personnelles. Thérèse le regarda avec une admiration non dissimulée. « Ce que vous avez fait pour moi va bien au-delà d'une simple initiative personnelle, Hugo. Vous avez changé nos vies, à Victor et à moi. » Un léger silence suivit cette déclaration, chargée d'émotion. Puis, Vanessa leva son verre. « À mon oncle qui nous rappelle à tous que la justice ne se limite pas aux tribunaux et aux codes de loi, mais commence par un geste de compassion. »« À Hugo !» répétèrent les invités en chœur. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des invités étaient partis et que Victor s'était endormi sur un canapé, Hugo proposa à Thérèse un dernier verre sur son balcon. La nuit était douce, typique du printemps méditerranéen, et les lumières de la ville scintillaient au loin. « Merci pour cette soirée, » dit Thérèse. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu une conversation adulte aussi stimulante. » Hugo sourit. « Merci à vous d'être venu. Mes amis vous ont beaucoup apprécié. Vous avez une façon de voir les choses, une authenticité qui est rafraîchissante. » Ils restèrent un moment silencieux, savourant le calme de la nuit. Puis Hugo parla à nouveau, sa voix plus douce, presque hésitante. « Vous savez, quand je vous ai vu ce jour-là au tribunal, quelque chose en moi a résonné, comme si je reconnaissais en vous une part de ma propre histoire. Ma mère était comme vous, courageuse, prête à tout pour ses enfants. Mais j'étais trop jeune, trop en colère pour comprendre ses sacrifices. » Il s'interrompit, les yeux perdus dans le vague, comme s'il voyait se dérouler devant lui des souvenirs douloureux. « Quand elle est tombée malade, j'étais déjà à l'université. Je venais la voir à l'hôpital, mais nos conversations étaient toujours tendues, pleines de non-dits et de reproches muets. Je lui en voulais encore pour toutes ces fois où elle avait manqué des réunions parents-professeurs parce qu'elle travaillait, pour ses Noëls avec peu de cadeaux, pour ses déménagements, fréquents quand elle ne pouvait plus payer le loyer. » Thérèse écoutait en silence, respectant la douleur qui transparaissait dans sa voix. Elle est morte avant que j'aie eu le temps de lui dire que je comprenais enfin, que je lui pardonnais, que j'étais fier d'elle en fait. Il but une gorgée de son verre comme pour se donner du courage. Alors quand je vous ai vu, avec ce même regard déterminé et désespéré à la fois, j'ai eu l'impression que la vie m'offrait une seconde chance. Pas pour ma mère, c'était trop tard, mais pour quelqu'un d'autre qui méritait qu'on lui tende la main. Thérèse sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolé pour votre mère, Hugo. J'aurais aimé la connaître. »« Vous lui auriez plu, sourit-il. Elle aussi avait cette force tranquille, cette dignité même dans les pires moments. » Leurs regards se croisèrent, et Thérèse sentit quelque chose frémir au fond d'elle-même. Une connexion, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. « Il se fait tard, dit-elle doucement. Je devrais ramener Victor à la maison. » Hugo acquiesça. « Je vous appelle un taxi, ou je pourrais vous raccompagner moi-même si vous préférez. » Thérèse hésita un instant. « Un taxi sera parfait, merci. Mais peut-être pourrions-nous dîner ensemble une autre fois, juste vous et moi ?» Le sourire qui illumina le visage d'Hugo était toute la réponse dont elle avait besoin. Alors qu'elle montait dans le taxi quelques minutes plus tard, Victor endormi dans ses bras, Thérèse se sentit envahie par une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. L'espoir. Non pas seulement l'espoir de survivre au jour le jour, mais celui d'un avenir plus lumineux, rempli de possibilités nouvelles. 3 mois avaient passé depuis cette soirée chez Hugo, et la vie de Thérèse avait continué à se transformer, doucement mais sûrement. Son travail chez Klein Restauration se passait bien, au point que Vanessa lui avait confié des responsabilités supplémentaires et augmenté son salaire en conséquence. Victor s'épanouissait à l'école et adorait passer les week-ends chez sa grand-mère à Aix-en-Provence, revenant chaque fois avec des histoires de jardinage, de pâtisserie et d'exploration dans les parcs environnants. Quant à sa relation avec Hugo, elle évoluait lentement, prudemment, comme une plante délicate qu'on prend soin de ne pas brusquer. Ils se voyaient régulièrement, tantôt seuls, tantôt avec Victor. Des dîners au restaurant, des promenades le long de la corniche, une sortie au cinéma. Des moments simples mais précieux où ils apprenaient à se connaître, au-delà de leurs rôles initiaux de procureur et d'accusé. Ce soir-là, Thérèse attendait Hugo pour dîner. Elle avait préparé des lasagnes, le plat préféré de Victor, et dressé la table avec soin. Le petit garçon l'avait aidé à faire une salade de fruits en dessert, fier de montrer ses talents culinaires naissants. « Hugo va aimer notre salade, tu crois ?»
demanda-t-il en disposant soigneusement les derniers morceaux de pommes. J'en suis certaine, sourit Thérèse. Tu as très bien coupé les fruits. La sonnette retentit et Victor courut ouvrir, abandonnant immédiatement son tablier de cuisine. Des éclats de rire parvinrent à Thérèse depuis l'entrée, et bientôt, Hugo apparut dans la cuisine, Victor perché sur ses épaules. « Attention au plafond !» avertit Thérèse en riant, voyant son fils qui frôlait le luminaire. Hugo déposa délicatement Victor au sol et s'approcha de Thérèse pour l'embrasser sur la joue. « Ça sent divinement bon. Lasagne maison, annonça-t-elle fièrement, et salade de fruits par le chef Victor pour le dessert. Je suis gâté, sourit Hugo en déposant sur la table un sac qu'il avait apporté. J'ai un cadeau pour vous deux. Victor sautilla d'excitation. C'est quoi? C'est quoi? Patience, rit Hugo. Après le dîner. Le repas se déroula dans une ambiance joyeuse et détendue. Victor raconta ses aventures à l'école, notamment comment il avait aidé son ami Léo à surmonter sa peur de la piscine lors de la séance de natation hebdomadaire. J'ai dit à Léo que c'est normal d'avoir peur, mais qu'il faut quand même essayer, comme toi tu dis toujours, maman. Thérèse échangea un regard ému avec Hugo. Son fils grandissait, développait de l'empathie, de la sagesse même. Malgré toutes les difficultés, malgré ce moment terrible où elle avait failli le perdre, elle avait réussi à lui transmettre des valeurs essentielles. Après le dessert, que Victor servit avec une concentration comique, Hugo sortit enfin son cadeau du sac. « Voilà, dit-il en tendant une grande enveloppe à Thérèse. Pour vous deux. » Intriguée, elle l'ouvrit et en sortit 3 billets d'avion. Destination Barcelone, date 2 semaines plus tard. « Barcelone ?» s'exclama-t-elle stupéfaite. « Tu nous emmènes à Barcelone. » Hugo acquiesça, un peu nerveux devant sa réaction. « Un long week-end, 3 jours. C'est une ville magnifique, et il y a ce parc d'attractions que Victor adorerait, je pense. Bien sûr, si c'est trop ou trop tôt, je comprendrai parfaitement. »« C'est merveilleux, » murmura Thérèse, émue. « Mais c'est beaucoup trop. Ces billets ont dû coûter... » Considère cela comme un cadeau pour fêter ton 6e mois sans incident chez Klein Restauration, l'interrompit doucement Hugo. Tu as travaillé dur, tu mérites une pause. Et Victor n'a jamais pris l'avion, n'est-ce pas? On va voler comme Superman? Demanda le petit garçon, les yeux écarquillés d'excitation. Exactement comme Superman, confirma Hugo en riant. Sauf qu'on aura des sièges confortables et un film à regarder pendant le voyage. Victor sauta sur place, incapable de contenir sa joie, puis se précipita dans sa chambre en criant qu'il devait préparer sa valise immédiatement. Restée seule avec Hugo, Thérèse le regarda avec intensité. « C'est un cadeau magnifique. Mais tu en fais tellement déjà ?» Il prit ses mains dans les siennes. « J'en ai envie, Thérèse. Ces moments avec vous deux sont... Ils comptent beaucoup pour moi. Plus que je ne l'aurais imaginé. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Leur relation avait évolué progressivement de l'amitié vers quelque chose de plus profond, mais c'était la première fois qu'il exprimait aussi clairement ses sentiments. « Pour nous aussi, » murmura-t-elle. « Victor t'adore, tu le sais. Et moi ?» Elle s'interrompit, cherchant les mots justes. Comment exprimer ce qu'elle ressentait pour cet homme qui avait transformé leur vie? Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était bien plus complexe et profond. « Moi aussi j'ai des sentiments pour toi », finit-elle par dire simplement. Des sentiments qui grandissent chaque jour. Le sourire d'Hugo illumina son visage, effaçant momentanément les lignes de fatigue et de soucis qui marquaient souvent son front. Il se pencha vers elle, hésitant, et elle combla l'espace entre eux, posant ses lèvres sur les siennes dans un baiser doux et prometteur. « Burke !» La voix de Victor les fit sursauter et se séparer en riant. Le petit garçon se tenait dans l'encadrement de la porte, une petite valise à la main. « Vous faites comme dans les films. »« Exactement comme dans les films, » confirma Hugo avec un clin d'œil complice à Thérèse. « Et ce n'est que le début de notre histoire. » Cette nuit-là, après le départ d'Hugo et une fois Victor endormi, Thérèse resta longtemps éveillée, réfléchissant au chemin parcouru. En quelques mois, elle était passée du désespoir le plus total à une vie qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Un emploi stable et valorisant, un appartement décent, sa mère retrouvée, et maintenant un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, avec son passé, ses cicatrices, ses forces et ses faiblesses. Elle repensa à cette brique de lait, à ce geste désespéré qui aurait pu tout lui coûter et qui, paradoxalement, lui avait tout apporté.
comme si la vie avait parfois besoin de vous pousser au bord du précipice pour vous permettre ensuite de prendre votre envol. Son téléphone vibra doucement sur sa table de nuit. Un message d'Hugo. « Merci pour cette soirée. Je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir changé d'avis dans une salle d'audience. À demain. Je t'embrasse. » Elle sourit dans l'obscurité, serrant le téléphone contre son cœur comme un talisman. Oui, parfois la vie vous surprenait de la façon la plus inattendue. Et c'était précisément ce qui la rendait si précieuse. Le voyage à Barcelone avait été un enchantement. Victor n'avait cessé de s'émerveiller devant l'architecture fantastique de Gaudí, les jongleurs des Ramblas, et bien sûr, les manèges du parc d'attractions Tibidabo qui surplombaient la ville. Thérèse, quant à elle, avait savouré chaque instant. Chaque repas sur une terrasse ensoleillée, chaque promenade main dans la main avec Hugo le long des plages de la Barceloneta. Ces 3 jours avaient marqué un tournant dans leur relation. À leur retour à Marseille, Hugo passait de plus en plus de temps chez eux, au point qu'il avait maintenant sa propre brosse à dents dans la salle de bain et quelques vêtements dans l'armoire de Thérèse. Victor s'était habitué à sa présence, l'accueillant avec enthousiasme et le bombardant de questions sur tout, des astéroïdes aux requins, fasciné par l'étendue des connaissances de celui qu'il commençait officieusement à considérer comme une figure paternelle. Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à roussir sur les platanes de Marseille, Hugo proposa à Thérèse de l'accompagner à une soirée de gala organisée par le barreau de la ville. « Ce sera assez formel, avec dîner et danse », expliqua-t-il. « Une occasion de rencontrer mes collègues dans un contexte plus détendu, mais je comprendrai parfaitement si tu préfères éviter ce genre d'événement. » Thérèse hésita. L'idée de se retrouver entourée d'avocats et de juges, certains ayant peut-être assisté à son humiliation publique lors de ce procès qui semblait maintenant appartenir à une autre vie, l'intimidait. « Tu crois que les gens se souviendront de moi ?» demanda-t-elle, exposant sa vulnérabilité. Hugo prit son visage entre ses mains avec tendresse. « Pour la plupart d'entre eux, tu seras simplement ma compagne, et si certains se souviennent, qu'importe. Tu n'as rien à te reprocher. Tu es une femme exceptionnelle qui a traversé des épreuves avec un courage remarquable. » Touchée par sa confiance, Thérèse accepta l'invitation. Elle fit les boutiques avec sa mère, trouvant finalement une robe bleu nuit élégante mais pas ostentatoire. Josette insista pour lui offrir des boucles d'oreilles assorties, un cadeau qu'elle accepta avec émotion, symbole de leur relation, renouée. Le soir du gala, Victor fut confié à sa grand-mère, ravi de passer la nuit chez elle où l'attendaient ses jeux et livres préférés. Hugo vint chercher Thérèse en voiture, élégant dans son costume sombre. « Tu es magnifique », murmura-t-il en la voyant descendre les escaliers de l'immeuble. La salle de réception était somptueuse, avec ses lustres en cristal et ses tables drapées de nappes blanches. Thérèse se sentit d'abord intimidée par tant d'élégance, mais la présence rassurante d'Hugo à ses côtés l'aidait à garder son calme. Il la présenta à différents collègues, dont certains la regardèrent avec une curiosité à peine voilée. Mais à sa grande surprise, personne ne fit la moindre allusion à son passé. Au contraire, il semblait sincèrement intéressé par son travail chez Klein Restauration, par sa vision des défis auxquels étaient confrontées les familles monoparentales, par ses opinions sur les récentes réformes du système d'aide sociale. Pendant le dîner, elle fut placée à côté d'une juge d'instruction qui se révéla être une femme chaleureuse et engagée. « Hugo nous a parlé de votre parcours », lui confia-t-elle entre 2 plats. « Ce que vous avez accompli est remarquable et malheureusement trop rare. Notre système judiciaire est souvent une machine à broyer les plus vulnérables, au lieu de les aider à se relever. » « J'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment, » répondit modestement Thérèse. « La chance, certes, mais aussi beaucoup de courage et de détermination, insista la juge. Beaucoup auraient abandonné face aux obstacles que vous avez surmontés. » Plus tard, alors qu'un orchestre jouait et que plusieurs couples dansaient déjà, Hugo l'invita à le rejoindre sur la piste. « Je ne suis pas très doué, hésita-t-elle. « Moi non plus, rit-il, mais c'est l'intention qui compte, non ?» Ils dansèrent maladroitement, mais avec enthousiasme, riant de leurs faux pas comme des adolescents à leur premier bal. C'était une sensation étrange pour Thérèse, ce mélange de légèreté et d'appartenance, comme si, après des années à se sentir en marge, invisible ou simplement tolérée, elle avait enfin trouvé sa place. « À quoi penses-tu » demanda Hugo, remarquant son expression pensive. « À nous, à tout ce chemin parcouru, à cette vie que je n'aurais jamais imaginée il y a encore quelques mois. » Il la serra un peu plus contre lui,
déposant un léger baiser sur son front. La vie peut être incroyablement surprenante, n'est-ce pas? Merveilleusement surprenante, murmura-t-elle en posant sa tête contre son épaule. Lorsqu'ils rentrèrent cette nuit-là, Hugo ne la raccompagna pas simplement chez elle. Il resta, et le lendemain matin, quand ils allèrent ensemble chercher Victor chez sa grand-mère, le petit garçon ne sembla pas surpris de les voir arriver main dans la main. « Tu as dormi chez nous ?» demanda-t-il simplement à Hugo. « Oui », répondit celui-ci, légèrement embarrassé mais déterminé à être honnête. Victor hocha la tête comme si cette réponse confirmait simplement ce qu'il savait déjà. « Cool. Tu pourras me lire une histoire ce soir alors ?» Hugo échangea un regard complice avec Thérèse avant de répondre avec un grand sourire. « Bien sûr, champion. Autant d'histoires que tu voudras. » Les semaines suivantes virent leur relation se consolider davantage. Hugo passait désormais presque toutes ses nuits chez Thérèse, rentrant occasionnellement chez lui pour récupérer des vêtements ou des dossiers de travail. Ils avaient trouvé un équilibre qui leur convenait, respectant l'indépendance de chacun tout en construisant progressivement une vie commune. Un soir, alors que Victor dormait déjà, ils discutaient tranquillement dans le salon, lorsqu'Hugo aborda un sujet qui lui tenait visiblement à cœur. « J'ai beaucoup réfléchi récemment, » commença-t-il soudain sérieux. « À nous, à notre avenir. » Thérèse sentit son cœur s'accélérer. Allait-il lui proposer d'emménager officiellement, ou peut-être même davantage? « Je dois t'avouer quelque chose, » continua-t-il. « Depuis plusieurs semaines, j'envisage de quitter le parquet. » Cette révélation la prit totalement au dépourvu. « Quitter le parquet? Mais pourquoi? Tu adores ton travail. » Hugo soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste qui lui était familier lorsqu'il était préoccupé. « Je l'ai aimé, oui. Pendant longtemps, j'ai cru sincèrement que je servais la justice. Mais de plus en plus, je me retrouve à poursuivre des gens comme toi, des personnes ordinaires, poussées par les circonstances à commettre des actes qu'elles regrettent profondément. » Il se leva, incapable de rester en place, et commença à faire les 100 pas dans le petit salon. « Le système est cassé, Thérèse. Il criminalise la pauvreté au lieu de s'attaquer à ses causes. J'ai eu une proposition pour rejoindre une association qui offre de l'aide juridique gratuite aux personnes en situation précaire. Le salaire serait considérablement moins élevé, mais tu sentirais que tu fais vraiment une différence, » compléta-t-elle doucement. Il s'arrêta de marcher et la regarda, reconnaissant. « Exactement, tu comprends. »« Bien sûr que je comprends. Et je te soutiens, quelle que soit ta décision. » Qu'il revint s'asseoir près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Cela impliquerait des changements dans notre vie. Financièrement, je ne pourrais plus. L'argent n'a jamais été une priorité pour moi, tu le sais, » l'interrompit-elle avec un sourire tendre. « J'ai un bon travail maintenant. Nous ne manquerons de rien d'essentiel. Et ce qui compte vraiment, c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais. » Hugo la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es extraordinaire, tu le sais, ça. Je suis simplement une femme qui sait ce qui est vraiment important dans la vie, et ce n'est certainement pas un compte en banque bien rempli. » Il l'attira contre lui, l'embrassant avec une tendresse mêlée de passion. Lorsqu'ils se séparèrent, ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai une autre question à te poser, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Une question bien plus importante. » Cette fois, elle sut ce qui allait suivre avant même qu'il ne sorte de sa poche une petite boîte en velours. « Thérèse Moreau, ces derniers mois à tes côtés ont été les plus heureux de ma vie. Je sais que notre rencontre s'est faite dans des circonstances inhabituelles. » Ils échangèrent un sourire complice à cette évocation. « Mais je suis convaincu que c'était le destin. Voudrais-tu m'épouser et former officiellement la famille que nous sommes déjà devenus dans nos cœurs ?» Les larmes aux yeux, incapable de parler, Thérèse hocha vigoureusement la tête. Hugo glissa la bague à son doigt. Un simple solitaire, élégant, pas ostentatoire, mais parfaitement à son goût. « Je t'aime », murmura-t-elle finalement lorsqu'elle retrouva sa voix. « Et je sais que Victor sera fou de joie. »« Moi aussi je suis fou de joie », dit une petite voix depuis le couloir. Ils se retournèrent, surpris, pour découvrir Victor en pyjama, son doudou serré contre lui, les observant avec un grand sourire. « Tu ne devrais pas être au lit, jeune homme » demanda Thérèse, essuyant ses larmes tout en riant. « J'avais soif » expliqua-t-il avant de courir vers eux pour les enlacer tous les deux. « Ça veut dire qu'Hugo va être mon papa maintenant ?»« Si tu es d'accord, oui, » répondit Hugo ému. « Bien sûr que je suis d'accord, c'est le plus beau jour de ma vie. »
Les trois restèrent enlacés un long moment, savourant ce bonheur simple et pourtant si précieux. Une famille. Ils étaient une famille. Qu'adviendra-t-il de Thérèse, Hugo et Victor? La vie leur réservera-t-elle enfin le bonheur qu'ils méritent? Ou d'autres obstacles se dresseront-ils sur leur chemin? Le mariage fut simple mais magnifique. Ils avaient choisi une petite chapelle dans les collines au-dessus de Marseille, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Thérèse portait une robe couleur ivoire, élégante mais pas traditionnelle, et un bouquet de lavande fraîche, cueilli dans le jardin de sa mère. Victor, fier comme un paon dans son costume de page, portait les alliances sur un coussin de velours bleu. Hugo avait officiellement quitté le parquet et travaillait maintenant pour l'association d'aide juridique, où son expertise et sa passion pour la justice sociale étaient hautement valorisées. Le changement de carrière lui avait apporté une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant, malgré les heures parfois longues et le salaire considérablement réduit. Quant à Thérèse, elle avait été promue responsable administrative chez Klein Restauration, un poste qui reconnaissait son excellente organisation et sa capacité à gérer efficacement l'équipe sous sa supervision. La cérémonie fut suivie d'une réception dans le jardin de la maison que Josette avait finalement décidé de garder à Aix-en-Provence. Les invités étaient peu nombreux mais précieux. La famille retrouvée de Thérèse, les amis proches, d'Hugo, quelques collègues de chacun. Même Vincent Carrel, le directeur du supermarché, avait été invité, un symbole de pardon et de réconciliation qui touchait particulièrement Thérèse. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant le jardin d'une lumière dorée, Hugo entraîna sa nouvelle épouse à l'écart pour un moment d'intimité. « Madame Lambert », murmura-t-il à son oreille, savourant ces nouveaux mots. « Je crois que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je crois que nous sommes tous les deux très chanceux, » répondit-elle en pressant sa main. « Qui aurait cru qu'une brique de lait volée nous mènerait ici ?» Ils rirent doucement à cette évocation de leur étrange première rencontre. « J'ai quelque chose pour toi », dit Hugo en sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Curieuse, Thérèse l'ouvrit pour découvrir un document officiel. Il lui fallut un moment pour comprendre de quoi il s'agissait. « Une demande ?»« D'adoption » murmura-t-elle incrédule. Hugo acquiesça, soudain nerveux. « Pour Victor, si tu es d'accord, bien sûr. Et lui aussi devra l'être, évidemment. Mais je voulais te montrer ceci d'abord, pour que tu saches à quel point je suis sérieux quand je parle de notre famille. » Les yeux de Thérèse s'emplirent de larmes. « Il va être tellement heureux, » murmura-t-elle. « Il t'aime déjà comme un père. »« Et je l'aime comme un fils, » répondit simplement Hugo. Ils se tournèrent d'un même mouvement vers la fête où Victor jouait avec les autres enfants, son rire cristallin portant jusqu'à eux dans la douceur du soir. « Il ressemble tellement à sa mère, » observa Hugo avec tendresse, « cette même force intérieure, cette résilience, et cette capacité à aimer sans condition, » ajouta Thérèse. « Malgré tout ce que nous avons traversé, il n'a jamais perdu sa joie de vivre, sa confiance en l'avenir. Une qualité que sa mère partage également, » insista Hugo en l'attirant contre lui. Ils restèrent ainsi un moment, contemplant leur bonheur inattendu, ce cadeau précieux que la vie leur avait offert au moment où ils s'y attendaient le moins. « Prête à rejoindre notre fête, Madame Lambert ?» demanda finalement Hugo en lui, tendant son bras. « Plus que prête, Monsieur Lambert », sourit-elle en glissant sa main au creux de son coude. Ensemble, ils retournèrent vers leurs invités, vers leur fils, vers cette vie qu'ils avaient construite à partir de décombres et de courage. Une vie imparfaite, certainement, avec ses défis et ses moments difficiles à venir, mais une vie pleine d'amour, de respect mutuel et d'espoir. Une vie qui prouvait que parfois, même dans les moments les plus sombres, une lumière pouvait jaillir et transformer un acte désespéré en un nouveau départ. Et tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés de ceux qu'ils aimaient, Thérèse se fit une promesse silencieuse. Elle n'oublierait jamais d'où elle venait, les luttes qu'elle avait traversées, la faim et la peur qui l'avaient poussée à voler cette brique de lait. Elle utiliserait son expérience pour tendre la main à d'autres qui se trouvaient aujourd'hui où elle était hier. Car s'il y avait une leçon qu'elle avait apprise au cours de cette incroyable aventure, c'était bien celle-ci. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour changer sa vie, c'est une main tendue au bon moment. Un an plus tard, Hugo et Thérèse célébraient non seulement leur premier anniversaire de mariage, mais aussi l'aboutissement du processus d'adoption. Victor était désormais officiellement Victor Lambert,
un changement de nom qu'il avait accueilli avec une joie débordante. « Maintenant, je suis vraiment comme les autres enfants à l'école », avait-il déclaré fièrement en montrant ses nouveaux papiers d'identité à sa grand-mère. La vie avait trouvé son rythme entre le travail de chacun, l'école de Victor et les week-ends en famille. Ils avaient déménagé dans un appartement un peu plus grand mais toujours modeste, avec une chambre supplémentaire qui servait pour l'instant de bureau partagé. Cependant, cette pièce pourrait bientôt changer de fonction. Thérèse avait une nouvelle à partager avec Hugo ce soir, une nouvelle qu'elle gardait secrète depuis quelques jours, savourant ce moment d'anticipation. Lorsque Victor fut couché, après sa séance de lecture habituelle avec Hugo, elle l'invita à la rejoindre sur leur petit balcon où elle avait préparé 2 verres, un de vin pour lui, un de jus de fruits pour elle. « À nous », proposa-t-elle en levant son verre. « À nous », répéta-t-il avant de remarquer son choix de boisson inhabituel. « Pas de vin ce soir ?» Elle sourit, nerveuse et excitée à la fois. « Pas pour les 3 prochains mois au moins. » Il lui fallut quelques secondes pour comprendre, puis son visage s'illumina d'une joie incrédule. « Tu es... » « Nous allons... » Elle acquiesça, incapable de retenir ses larmes de bonheur. 8 semaines environ. J'ai fait le test il y a 3 jours et je l'ai confirmé chez le médecin hier. Hugo posa délicatement son verre avant de la prendre dans ses bras avec une infinie tendresse. Un bébé. Victor va être un grand frère. Il va être tellement excité, murmura-t-elle contre son épaule. Il m'a déjà demandé plusieurs fois quand est-ce qu'il aurait un petit frère ou une petite sœur. Et toi, comment te sens-tu ? Demanda Hugo en s'écartant légèrement pour la regarder. Heureuse, effrayée, reconnaissante, tout en même temps, admit-elle. C'est différent cette fois. Avec Victor, j'étais seule, terrifiée par l'avenir. Aujourd'hui, elle passa une main affectueuse sur sa joue. Aujourd'hui, je sais que nous affronterons ensemble tout ce que la vie nous réservera. Ils restèrent enlacés sous le ciel étoilé, savourant ce moment parfait, cette promesse d'un avenir qui s'ouvrait devant eux comme un chemin illuminé de possibilités nouvelles. « Je t'aime, Thérèse Lambert », murmura Hugo contre ses cheveux. « Je t'aime aussi, Hugo Lambert. » Et dans le silence paisible de cette nuit d'été, bercé par le chant des cigales et les bruits lointains de la ville, ils se sentaient exactement là où ils devaient être, ensemble, dans cette vie qu'ils avaient reconstruite à partir de rien, sur les fondations solides de l'amour, du respect et de cette seconde chance qui avait tout changé. Victor, bientôt grand frère, s'épanouissait à l'école, montrant des talents particuliers pour le dessin et les langues. Josette, grand-mère comblée, préparait déjà des layettes pour le futur bébé. Et l'association où travaillait, Hugo aidait chaque jour des dizaines de personnes à trouver leur propre chemin vers une vie meilleure, inspiré en partie par l'histoire de Thérèse qu'il partageait souvent, avec sa permission, pour donner espoir à ceux qui en manquaient. Parfois, quand elle regardait en arrière, Thérèse avait du mal à reconnaître la femme désespérée qu'elle avait été, celle qui fixait les barreaux métalliques dans une petite salle de détention, tremblante de peur et de honte. Cette femme semblait appartenir à une autre vie, un autre monde. Pourtant, elle n'oubliait pas. Elle n'oublierait jamais. Car c'était précisément ce souvenir qui donnait tout son sens à son bonheur présent, qui lui rappelait à quel point chaque jour était précieux, chaque sourire de Victor, chaque baiser d'Hugo, chaque petit coup du bébé dans son ventre. La vie n'était pas un long fleuve tranquille, elle le savait mieux que quiconque. D'autres défis viendraient sans doute, mais ensemble ils étaient plus forts que n'importe quelle tempête. Ensemble ils étaient une famille. Ensemble ils étaient invincibles. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.